Bonjour et bienvenue dans la présentation de mon travail de fin d'études ostéopathiques au sein de l'IAO. Cet article s'intitule « Analyse de l'effet à court et moyen terme du traitement ostéopathique de l'articulation acromio-claviculaire ». Il a pour objectif de définir premièrement le rôle de l'articulation acromio-claviculaire dans le traitement de l'épaule douloureuse, mais également d'analyser la pertinence d'un traitement ostéopathique acromio-claviculaire, tout d'abord sur les paramètres algiques, mais également sur les paramètres fonctionnels qui reprennent d'une part la mobilité de l'épaule et d'autre part l'usage de l'épaule dans les activités de la vie quotidienne. Pour ce faire, il a été mis en place durant les 6 premiers mois de l'année 2023 un essai clinique non randomisé sans groupe contrôle avec une patientèle régulière d'un cabinet de kinésithérapie de la ville de Gruissan. Cet essai présentait un échantillon plutôt équilibré de 20 patients avec une parité homme-femme. Les critères d'inclusion étaient de présenter une épaule douloureuse depuis plus d'un mois, une épaule non traumatique et non opérée, avec des patients présentant un âge moyen entre 25 et 75 ans. Une fois l'échantillon établi, chaque patient s'est vu remettre un formulaire de consentement de participation à l'étude, précisant la possibilité de s'y soustraire à tout moment. Le patient est ensuite interrogé sur son niveau de douleur et indique une graduation sur une échelle visuelle analogique qui présente comme une ligne horizontale entre deux valeurs extrêmes qui sont à noter d'une part pas de douleur et à l'autre extrémité douleur maximale imaginable. Le patient trace un trait sur cette ligne afin d'estimer sa douleur. Ensuite, il répond au questionnaire fonctionnel intitulé Quick Dash qui reprend 11 points, représentant principalement des activités de la vie courante qui sont évaluées chacune entre 1 à 5 points. Le tout donnant un total via une formule sur un score de 100 points. Une fois ce questionnaire rempli, l'examinateur procède à des mesures goniométriques sur notamment les mouvements d'élévation antérieure de l'épaule, de rotation interne ainsi que de rotation externe. Après la première phase de mesure, l'examinateur effectue un traitement ostéopathique à visée de mobilisation, mais également de manipulation de l'articulation acromio-claviculaire en fonction des lésions ostéopathiques trouvées. Le traitement se fait notamment vers la rotation antérieure ou postérieure, en protraction, rétraction ou élévation et abaissement. Après l'intervention ostéopathique, des mesures d'amplitude articulaire sont à nouveau effectuées. 7 jours plus tard, l'ensemble des mesures sera à nouveau effectué, à savoir d'une part les évaluations sur l'échelle visuelle analogique, ainsi que sur les questionnaires Quick Dash. Et d'autre part, on mesurera une dernière fois les amplitudes articulaires sur les mouvements cités précédemment, l'élévation antérieure, la rotation interne et externe de l'épaule. L'évaluation des amplitudes articulaires se fera par goniométrie. C'est un instrument de mesure beaucoup utilisé, car facile d'utilisation et assez pratique et peu cher. Il peut parfois présenter une variabilité importante, qui peut porter atteinte à la précision des mesures, mais il garde une bonne fiabilité intra-examinateur. Il reste donc intéressant quand c'est le même examinateur qui effectue les mesures, ce qui sera le cas ici. Le questionnaire Quick Dash est un abrégé du questionnaire fonctionnel Dash, qui lui est très utilisé dans l'évaluation de l'épaule. C'est un questionnaire que l'on retrouve internationalement, qui est très étudié et validé par la littérature scientifique.
Sa version raccourcie et Quick Dash que l'on va utiliser dans cet essai clinique garde la même fiabilité et a aussi une aussi bonne reproductibilité que la version complète. Enfin, pour tester la douleur des patients, il sera utilisé l'échelle visuelle analogique, très répandue et très étudiée dans la littérature également. Elle présente une grande fiabilité et une très bonne sensibilité. Pour terminer, les analyses statistiques seront effectuées sur les logiciels R en accompagnement du logiciel SPSS qui nous permettra d'avoir d'autres valeurs. Alors pour commencer l'analyse des statistiques effectuées, nous avons ici d'abord les scores d'échelle visuelle analogique, avant traitement ici en bleu sur le graphique, et à J+7 ici en jaune sur le graphique. Les boxplots que nous voyons ici nous montrent les traits représentant la médiane ainsi que les quartiles. Les chiffres dans les box représentent la moyenne des valeurs de chacune des deux variables. On peut également observer sur ce graphique les traits reliant chacune des valeurs entre chaque état, c'est-à-dire avant le traitement et ici à J+7. Ces lignes nous permettent d'apprécier l'évolution de chaque valeur et de percevoir une tendance à la baisse ou à la hausse. Ici, on voit bien qu'il y a une tendance à la baisse sur le score de douleur des patients. Si nous en revenons alors aux moyennes, elles sont de 4,53 sur 10 avant traitement pour 3,6 sur 10 à J+7. La comparaison des valeurs a été effectuée par test T appareillé, ce qui nous donne des valeurs de différence très significatives avec un P inférieur à 1 millième, ce qui suggère déjà une amélioration entre les deux états, l'état avant traitement et à J+7 au niveau de la douleur. Si nous continuons notre analyse avec le score fonctionnel pris avant traitement et à J+7, on peut remarquer, toujours dans le graphique, que les valeurs sont assez démonstratives et diminuent pour la plupart. Elles sont en général plus basses après traitement à J+7 qu'avant traitement. Pour rentrer dans les détails, la moyenne des valeurs avant traitement est estimée à 39 sur 100 en moyenne et aboutit à 31,5 sur 100 à J+7, soit une amélioration significative avec une valeur de P égale à 3 millièmes. Donc on rappelle que le seuil significatif se trouve à 5 centièmes, donc on est largement en dessous. Ensuite, poursuivons avec les valeurs d'amplitude articulaire. Celles-ci ont été prises à 3 reprises, avant, après traitement et ensuite à J+7. Comparons d'abord les valeurs en élévation antérieure et après traitement. Le graphique bien explicite montre des valeurs qui s'améliorent, passant de 134,6 en moyenne avant traitement à 148,9 après traitement. La comparaison entre les deux états nous donne donc une amélioration très significative avec une valeur de P nettement inférieure à 1 millième. La comparaison de l'état avant traitement avec l'état à J+7, donc une semaine plus tard, est un peu plus nuancée. Elle reste significative, mais si on regarde bien les lignes dans les graphiques entre les boxplots, on voit les lignes de valeur plutôt en montrant une stagnation, voire parfois une diminution. Donc la comparaison des moyennes reste malgré tout en faveur d'une évolution, passant de 134,6 à 143,8 à J+7.
Ces comparaisons de valeurs peuvent donner un P inférieur ou égal plutôt à 0,01, donc à 1 centième, ce qui reste significatif, mais nettement moins que la comparaison des états avant et après traitement, que l'on a vu juste avant. Quand l'on s'intéresse à la rotation externe, l'évolution avant et après traitement est assez nette. On passe de 51,1 degrés à 61,3 degrés en moyenne, et la comparaison de ces deux échantillons nous montre une différence très significative, avec une valeur de P inférieure à 1 millième. Cette tendance significative persiste sur les comparaisons avec les valeurs une semaine plus tard à J+7, contrairement à ce qu'on a vu avec l'élévation avant, où la différence semblait beaucoup moins flagrante une semaine après. Ici, les valeurs de rotation externe semblent persister dans le temps et gardent un niveau assez haut de probabilité. Alors si l'on vient maintenant à la rotation interne, ce sont les amplitudes qui ont montré le moins de réponse au traitement. Les moyennes avant traitement étaient mesurées à 54,2 degrés pour 59,7 degrés après traitement, soit une amélioration significative mais avec une valeur de P égale seulement à 4 millièmes. Malheureusement, on peut observer que cette tendance ne se maintient pas lorsque l'on compare le premier échantillon aux valeurs obtenues une semaine plus tard. Les moyennes passent de 54,25 degrés à 57,65 degrés, avec une valeur de P égale à 59 millièmes, ce qui nous donne donc un résultat non significatif. On peut estimer que le gain en rotation interne obtenu initialement après le traitement n'est plus du tout significatif une semaine après le traitement. Pour résumer les résultats de cet essai, les valeurs des scores de douleur ainsi que les valeurs de score fonctionnel obtenus par QuickDash montraient tous deux une amélioration significative une semaine après le traitement. On remarquait également que les amplitudes articulaires s'amélioraient significativement dans tous les mouvements étudiés avant et après le traitement ostéopathique, mais que l'amélioration était beaucoup plus nuancée lorsqu'on mesurait une semaine plus tard, c'est-à-dire à J+7. Bien que l'amélioration en rotation externe était toujours autant significative, celle en élévation antérieure l'était beaucoup moins, et celle en rotation interne n'était plus considérée comme significative, car sous le seuil de 5 centièmes que nous nous sommes fixés initialement. On remarque donc une amélioration plus significative des amplitudes articulaires à court terme qu'à moyen terme. Il convient malgré tout de présenter les limites de cet essai clinique. Tout d'abord, l'échantillon. L'échantillon de 20 sujets présentant des pathologies non différenciées reste faible et pas suffisamment spécifique. Une population plus étendue sur une pathologie plus ciblée aurait permis d'éclaircir l'objectif de l'étude. Ensuite, l'absence de groupe contrôle est une lacune importante, ainsi que l'impossibilité de faire une randomisation de l'échantillon. Les circonstances de prise en charge des patients dans le cabinet médical ne l'ont malheureusement pas permis. Rajoutons à cela que l'examinateur fait ses mesures en connaissance de cause. Cela ajoute inévitablement une subjectivité au résultat, même en essayant de rester le plus impartial possible. Il existe aussi une certaine marge d'erreur qui peut venir des outils de mesure tels que le goniomètre. C'est un outil qui peut avoir ses limites et qui présente une grande variabilité comme on l'a vu précédemment. Pour terminer, on pourra reprocher à l'intervention ostéopathique étudiée d'être un ensemble de techniques et non une technique spécifique acromio-claviculaire. Cela aurait pu sans doute rendre l'essai clinique plus précis en ciblant l'efficacité d'une seule technique en particulier. Pour conclure, malgré les résultats intéressants montrant une tendance à l'amélioration sur le plan douloureux et fonctionnel après traitement acromio-claviculaire, les limites liées à cet essai clinique que l'on vient de citer ne nous permet pas de conclure à l'efficacité de ces techniques. Un besoin de données supplémentaires sur le sujet, avec plus de rigueur scientifique, nous permettrait de conclure à un éventuel bénéfice à court et moyen terme d'une approche ostéopathique de l'articulation acromio-claviculaire sur l'aspect algo-fonctionnel du complexe de l'épaule. C'est ici que se termine la présentation de cet article scientifique. Merci beaucoup de votre attention.